Donc ils ont contacté tous les plus grands collectionneurs de Mercedes au monde dans l'idée de vendre cette voiture en disant oui, notre bar, il faut qu'on arrive à 100 millions. Un heureux acheteur a acheté cette voiture 135 millions d'euros. Il y a un générique de la musique. Oui. Ouais. C'est les Il montages. y a carrément un générique. Ouais. Quand l'épisode est fait, tu le recevras, tu verras, c'est sympa. Ouais, on t'enverra les petits clips, tout. Ouais, super. Tu veux, tu te crées ta chaîne, ta page Instagram finalement. Je vais le faire, c'est promis. Voilà. Je crains, je n'ai rien. Aucun réseau ? À part Facebook. Bon, Ouais, sur mais Facebook, Facebook, c'est parce déjà que comme ça. Je crois que tu peux participer, enfin, tu peux partager YouTube sur Facebook. Si l'épisode sort, vous pouvez le mettre sur Facebook. je crois. Oui, mais je veux dire, si tu Ouais, veux, sur, mais il est sur- si tu te fais un Instagram, tu peux, si on a des clips qui marchent très C'est bien. vrai que c'est promis. J'ai donné ma parole en Amérique. Exactement. Je vais le faire. Bah, je crois qu'on a commencé, hein, on se lance comme ça, nous c'est très Bien. simple. très à l'impro. Alors, Bienvenue bonjour à tout le monde dans un nouvel épisode de Propulsion. Salut Tu à sais, tous. D'ailleurs, on en a parlé à la fin du dernier épisode, mais il y a plus de 50%, largement plus de 50% des personnes qui regardent ça qui ne sont pas abonnées. Ouais. Donc il suffit de cliquer le petit bouton qui est juste là, que ce soit sur Spotify, sur Deezer, n'importe où, surtout pas sur iTunes. iTunes. Il y a le petit bouton abonné et ça soutient la chaîne et ça nous aide énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à nous le cliquer. Aujourd'hui, on a un invité très spécial. On va avoir vraiment des un histoires. invité de grand renom. Ouais, on va avoir des histoires vraiment fascinantes. Eric Lemoine parmi nous. Ouais, Bienvenue. Bienvenue. Merci et bonjour à tous. Bonjour, on est à Et à Genève toutes. encore, donc ouais, on est ici pour faire quelques épisodes. On se sent peut-être un peu mieux que dans le dernier où Ouais. on était un peu plus fatigué, mais là on est bien, on est en forme. Tout va bien, Eric ? Très bien, merci. Ravi d'être avec une génération un petit peu plus jeune que la mienne et de découvrir un peu ce monde, cette passion automobile qui maintenant se diffuse à travers ces nouveaux réseaux. Et C'est cool, hein, c'est ravi cool. d'être parmi vous. Non, mais ça fait vraiment plaisir. Alors, on va parler un petit peu on va improviser, on va discuter automobile, de notre passion, parce que tu es un vrai passionné. D'ailleurs, vous avez partagé, vous deux, cette passion ensemble aux États-Unis récemment. Absolument. Bah, j'ai eu le plaisir d'accompagner Eric à Pebble Beach et à Monterey pour le Car Week là-bas. Je dois dire qu'on a passé un très bon moment ensemble. On a eu la chance de voir des voitures tout simplement incroyables rouler. Je veux dire, ça passait bien sûr une 250 GTO à la 250 LM, des Mercedes compressors, des choses que tu ne vois jamais aujourd'hui Qui sont dans les rouler. garages. Voilà, exactement. Je veux dire, en Europe, ces voitures-là, on ne les voit presque plus rouler. Voilà. Il n'y a que là-bas où tu as la chance de voir ça. Ben, Eric, je te laisse un peu développer là-dessus, mais... Non, pour moi, Monterey, Pebble Beach, depuis 27 ans, c'est tout simplement ma plus belle semaine de l'année. Au niveau événementiel, c'est un événement qui a grandi, puisque moi j'ai connu Pebble Beach, il y avait un concours le dimanche, point barre. Aujourd'hui, c'est une semaine. Ce sont d'autres événements qui se sont collés dans cette semaine pour des concours d'élégance, des rallyes, des expositions, des symposiums. On parle beaucoup, on échange. Et Cédric a vu un peu ma façon de vivre en Californie. Pour tous les jeunes, la vie est belle. Absolument. Parce que c'est vraiment une semaine. Je ne sais pas si toi, Émeric, Moi, t'avais déjà vu un peu cet événement. Mais... En fait, je l'ai vécu via les stories de Cédric. D'ailleurs, je t'en remercie parce que c'est vrai qu'on a vu des voitures, enfin de ce que j'ai vu les stories, mais je savais pas qu'il y avait des événements. Moi, je suis encore un peu jeune. Émeric, là-dedans. donc c'est pour ça on a les trois points de vue. C'était l'idée. On a l'expert ici parmi L'expert. nous. Ouais, l'expert, oui. Émeric qui est un peu novice. Ça, c'est un Ouais. plus grand expert que moi. Ça, je Un peux vrai te le expert. dire. Émeric qui est un peu plus nouveau dans ce monde. Et moi, je suis un petit peu au milieu, mais c'est sympa parce que ça nous donne les trois points de vue. Donc, quelqu'un qui va écouter et qui n'est pas nécessairement expert auto va peut-être se demander les mêmes questions que Émeric. Mais en gros, comment est-ce que comment ça a commencé le Monterey Car Week, vous savez ? Comment est-ce que ça a débuté ? 1950. Ok. Donc Voilà, la stat. on était 1950, c'est une bande d'enthousiastes en Californie, c'est les belles années, il ne faut pas oublier qu'en 1950, on est juste après la Seconde Guerre mondiale, mais aux États-Unis, ma foi, le pays n'a pas été touché, donc on vit encore bien. La Californie devient un des États les plus puissants du pays.
On aime les belles voitures, on aime profiter de ces week-ends. En 1950, donc, des enthousiastes vont créer ce par quoi tout a commencé. C'était tout simplement une petite course automobile de passionnés à l'intérieur d'une immense propriété privée qui s'appelle donc Pebble Beach. Alors Pebble Beach, c'est plus connu parce que les stars, ils vont le golf. On parle bien sûr du golf, qui est un des golfs les plus importants, les plus beaux de la planète. Et puis Pebble Beach est entouré d'une petite ville, Monterey, et puis d'un petit village, Carmel by the Sea, qui est un endroit absolument charmant. Et dont Clint Eastwood a été le maire. Voilà. Non, oui, ça c'est cool. Ouais. Mais bon, il faut savoir qu'à l'époque de Clint Eastwood, Pebble Beach était en limite faillite. Donc il a fallu vraiment restructurer tout ça. Et donc voilà, en 1950, c'est une course qui s'appelle les 17 Miles Drive. Donc 17 000, donc l'équivalent de, on va dire quoi, 25 km. Ouais, à peu près. 25 il y a une kilomètres. course et tout. Et ça a commencé comme ça. Et après, au fur et à mesure, ça a grandi un petit peu. D'ailleurs, le concours d'élégance n'avait pas lieu le dimanche. Ah, ok, ouais. Ça, c'est le quail, c'est ça? Non. Attends, ça, c'est rien à voir. Je suis perdu. Non. On parle de l'événement de Pebble Beach. La marque de Pebble Beach, concours d'élégance, c'est une marque qui est déposée mondialement. C'est très américain. On se protège aussi du reste de la planète. Et donc voilà, on a commencé par une petite course. Ensuite, un jour dans la semaine, je ne sais plus, c'était pas le jeudi d'ailleurs, il faudrait vérifier. Mais donc on faisait un petit concours. Mais ce petit concours, c'était très amusant parce que quand on regarde qui gagnait à l'époque, c'était les voitures de l'époque. Une XK120 de 1952 a pu gagner le concours de Pebble Beach en 1952. Donc on n'était pas encore dans la culture automobile d'aujourd'hui. Loin de là. Okay. Et c'est à peu près dans cette période aussi où la mythique Mercedes, donc la 300 SL, est venue en vie aussi. Et ça, c'est. Alors là, j'ai une très belle histoire qui n'est pas connue. Ah, super. Donc, parce qu'il faut juste comprendre que Eric est l'expert mondial. Non, l'expert, le passionné enthousiaste. Des 300 SL. Il a d'ailleurs écrit 3 registres qu'on a ici présents. C'est vous qui les avez écrits, ces livres? Voilà, exactement. On les montre un peu, à tout le monde. Ce sont des livres qui, en gros, rapportent l'historique de chaque voiture qui est connue, que Eric a pu trouver. Et ça, tu nous en diras un peu plus après, mais ça, ce sont des choses que même Mercedes-Benz eux-mêmes n'ont pas. Donc ça c'est fou, hein. C'est incroyable. Donc Eric, je te laisse continuer avec ton histoire. Oui, donc en parlant de ce modèle, de cette marque de prédilection qui doit représenter plus de 50% de ma passion automobile, parce qu'heureusement ma culture est un petit peu plus large que ça et j'aime l'automobile en général. La 300 SL a été présentée à New York, au salon de New York en 1954, début 54. Ça devait être en février 1954. Et elle est restée en Californie. Ça, peu de gens le savent. Et puis un jour, je retrouve une photo un peu étonnante à Hollywood où je retrouve ma voiture du salon de New York. Donc j'en déduis que la voiture après New York, il fallait quand même, c'était la présentation mondiale. C'était donc une voiture très très particulière par son avancée technologique. On est avec la 300 SL et la première voiture qui a été équipée d'un système à injection. Bosch. C'est la première. Okay. La première de série. La plus rapide du monde quand elle est sortie, non? Non. Elle allait vite. Elle n'a pas ces gros moteurs italiens tels que les 12 cylindres Ferrari, Maserati et autres. Mais elle a un moteur très performant qui lui donne quasiment la même puissance qu'une Ferrari qui a 12 cylindres, alors que la Mercedes n'en a que 6. Ouais. Et donc, mais il y avait plus que ça. Il y avait la structure même de la voiture. On n'est plus du tout sur un châssis poutre. Non, ça s'est dépassé. Enfin, c'est dépassé. Non, ça se faisait encore. On en construit encore, mais donc Mercedes va faire un châssis tubulaire, plein de petits tubes qui forment une espèce d'architecture où on va habiller toute la voiture grâce à ces tubes. Après, deuxième grande innovation, donc le moteur. Alors, il faut savoir que depuis 2 ans, depuis 1952, Mercedes gagne tout. Alors, mais pas avec ce moteur injection, on est encore avec un moteur à carburation,
Mais il ne faut pas oublier que cette année, on a fêté le 100e anniversaire. Qu'est-ce que je dis, 100e? Pardon, je vais trop loin. 70e. 70e. Anniversaire de la victoire des 24 heures du Mans, parce que, bah oui, c'est Mercedes, c'est 2-300 SL qui ont gagné le Mans en 1952. Ensuite, elles ont fait des courses plus exotiques où elles ont gagné aussi, comme la Carrera Panamericana. Tout ça, c'est des courses qui ont disparu. Les 1000 aussi, bien sûr. La Carrera, il y a encore. Hein. Oui, mais enfin bon, la C'est course pas la même officielle, chose, la hein. course officielle a Avec fait l'accent tellement et de tout, dégâts. il a dit. Il y a eu tellement de morts. Je veux dire, C'est vrai. à chaque course, il y avait des morts. À chaque course, il y avait des accidents et il y avait des gens qui étaient tués au volant. Même avec des voitures aussi, parce qu'elles sont quand même. C'est gros, enfin, c'est sécurisé quand même, non? Mais oui, mais ce qui n'était pas sécurisé, c'était Ah ouais, c'était le macadam. Ah ouais, c'est ça. On était sur des chemins de terre. Je veux dire, c'était. Voilà, Donc ensuite vient le design, et le design est un design que l'on aime en règle Magnifique. générale. La 300 SL, comme je dis toujours, n'est pas une voiture qu'il faut regarder de face. Non, pas du tout, vous avez tout faux. Une 300 SL, il faut la regarder de 3 quarts arrière. Et c'est de 3 quarts arrière, comme j'ai présenté sur les illustrations de mes livres, que pour moi, elle est la plus belle, avec ses portes à élytres. Donc, ces portes qu'on dénomme C'est la papillons. première qui avait Ouais. des portes papillons, non? Qui s'ouvrait Alors, vers le haut. Comme cela, oui, mais C'est les comme les modèles, Lamborghini, les modèles qui ont été fabriqués en 1952 pour faire la course avaient une structure un peu plus haute. Donc ça faisait des demi-portes Ouais. à élite, des demi-portes. Un peu comme dans le Mans, non? Les voitures Ouais, du au Mans, Mans, elles ont fait elles ça. ont ça. Ben, c'est ce qu'on voit tout à Ouais. fait. Au 24 heures du Mans, les portes sont beaucoup plus hautes. C'est comme un petit, ouais. Et ça arrive là. tandis que là, on fabrique une voiture de série qui a une très belle histoire. Hein. Moi, j'aime bien la rappeler. La 300 SL, elle existe pourquoi? Elle existe parce qu'un Américain, Max Hoffman, a tellement été emballé par le succès du Mans, de la Carrera Panamericana, etc., qu'il est allé voir Mercedes. Il leur a dit, écoutez, il faut fabriquer cette voiture. Mais n'oubliez pas, comme je vous le disais, on est après la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne est un pays qui est à terre et l'économie ne tourne pas. Et Max Hoffman va financer, en payant cash, la commande de 1000 voitures. Et c'est comme ça qu'on a pu lancer la production des 300 SL. Alors bien sûr, c'est ce qui fait aussi que là où on voit le plus de 300 SL, c'est là où on a le plus vendu. C'est 1000 voitures sur 1400. Donc les 400 autres voitures qui restaient, c'est vrai que l'Europe, qui avait été bien abîmée pendant la Seconde Guerre mondiale, n'avait pas non plus, je veux dire, l'envie de se lancer dans l'achat d'une voiture qui était très chère. La 300 SL est une voiture qui était très chère. Aux États-Unis, puisqu'on la facture plus en dollars américains, elle variait entre 54 et 57, entre un peu plus de 5500 $ jusqu'à 7000 $. Et 7000 $, c'était le prix d'une maison. Ah oui, ouais. C'est fou, hein. L'inflation 7 000 en 50 une- ans, enfin 70 ans. Et puis Mercedes 300 l'histoire va continuer, puisqu'après 1957, après avoir fabriqué ces 1400 voitures, Max Hoffman est toujours là, et aux États-Unis, et il va dire moi j'ai besoin d'une voiture découvrable pour mes clients californiens et en Floride. Parce que ça, c'était un défaut de la voiture quand même. Il fait très chaud Non, à l'intérieur, non? J'aime aussi rappeler, il fait chaud, oui et non. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué dès le départ, ce châssis de tube faisait que la voiture donc était fragile. Il ne faut pas oublier que les routes n'étaient pas du tout les routes d'aujourd'hui. On était sur des chemins caillouteux, etc. Et pour protéger le plancher de la voiture, donc on mettait 3 plaques qu'on appelle des belly pans, ouais. et qui protégeaient tout le dessous de la voiture. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, sur nos belles routes et nos petites routes de campagne, lorsque vous roulez avec vos belly pans, il y a très peu d'aération qui passe, et il fait vite très chaud. Ouais, exact. Ok. Et Ils ont sorti la cabriolet du coup derrière. Voilà, 1957. Alors là, par contre, c'est une histoire qui nous intéresse bien parce que c'est Genève. Donc 54, le papillon, c'était à New York. Et 1957, mars 1957, Salon de Genève. Et c'est là, donc première mondiale, on présente la 300 SL cabriolet. Donc là, succès direct. rebelote succès. C'est vrai qu'elle est belle. La liste de toutes les têtes couronnées, tous les gens qui avaient
le pouvoir un peu partout sur notre planète, roulaient tous en 300 SL, avaient tous une 300 SL. Et Ils en ont voilà. fait combien Alors les 300 SL, on a fait à peu près 500 plus, 1858. Il y a plus de cabriolets. Oui. Non. Ah, pourtant, on en voit beaucoup moins. Je trouve. Oui, mais non, il y en a eu plus et la production a été plus longue puisque la production va s'arrêter en 1963. Et pour la petite histoire, parce qu'on est en Suisse, les 3 dernières voitures fabriquées ont toutes été en 1964. Donc vraiment, on était à la fin, début 64, entre février et avril 64. Toutes les 3 ont été livrées à Zurich. Ah, ok. À Merbag, à Zurich. C'était les 3 dernières. Et tu sais si elles y sont toujours En Suisse, non. En Suisse, oui. En Suisse, on en a connu une. Et de mémoire, les 2 autres doivent être aux États-Unis. Ok. Combien est-ce que tu estimes qu'il reste de 300 SL, que ce soit coupé et cabriolet? Alors, est-ce que tu as essayé de... Oui, bien sûr. Les 1400 Mercedes coupées, donc les papillons, on les connaît quasiment toutes. Et on va dire qu'il y a une petite trentaine, 40 peut-être maximum, voitures qui sont vraiment littéralement détruites. Maintenant, on vit dans un monde où dès qu'on a l'opportunité de pouvoir faire un buzz et un petit peu d'argent, on aime bien, quand on a quelques informations, refabriquer ces voitures. Je vous rappelle que, avec Cédric, nous, ce qu'on a vu aux États-Unis, la vente de, on a vu quoi, 7 ou 8 300 SL papillons vendus aux enchères. La moins chère a été vendue 1 600 000 $ et la plus chère a dépassé les 2 millions de dollars. Il y avait encore en plus un autre modèle, mais ça, on devient un peu plus pointu avec toutes ces Mercedes papillons. Une des 29, parce que dans ces 1400 voitures, il y a eu 29 voitures spéciales qui n'avaient pas une carrosserie standard en acier, mais une carrosserie en aluminium. Ah, oui, C'était pour la course, non? Non, pas du tout. Ah non. C'était non, parce qu'elles ont couru, oui. Il y a eu beaucoup de 300 essais qui ont fait beaucoup de courses, les 1000. Il y a eu plus de 17 ou 18 voitures entre 1955 et 57 qui ont couru les 1000. C'est quand même beaucoup. Ouais. J'aime bien aussi parler du Portugal. Le Portugal, c'est un pays qui m'amuse toujours avec les 300 SL. On est dans une époque particulière, donc au milieu de ces années 50. En Espagne, l'Espagne est tenue par ce fameux général Franco qui tient tout de main de fer. Mais ma foi, le Portugal, ça va bien chez eux. Et puis, le Portugal, à lui tout seul, a reçu 18 Mercedes 300 SL qui ont été vendues neuves. Et sur les 18, 17 ont des histoires de course. Oui, ok, donc ouais. Donc, au Portugal, ils ont vraiment... Donc, et pour donner un ordre d'idée, c'est plus de voitures que la France, que l'Italie, que... La France, on a eu combien? Je sais pas, peut-être une petite quinzaine. Ouais. Ok, mais au Portugal, il y en avait pas. Oui, c'est une petite anecdote. Donc celles en alu, elles valent beaucoup plus du coup? Alors oui, elles valaient beaucoup plus cher. Et on a eu donc l'occasion avec Cédric de voir une voiture qui a été vendue aux enchères avec les frais un peu plus de 5 millions de dollars. Exactement. Mais voilà, on parle de... Voilà, quand on est pointu et qu'on cherche vraiment une exclusivité, parce qu'on cherche toujours à différencier les voitures, 29 voitures, c'est pas pareil que les 1000... Et on la reconnaît instantanément? Absolument pas. Non, Parce qu'il faut faut savoir que sur la carrosserie standard, les portes sont de toute façon en aluminium. Les ouvrants, donc devant et derrière les capots, sont aussi en aluminium. Donc il reste juste cette partie... la caisse, quoi. Enfin, qui maintient la carrosserie qui est en acier. Ok, oui, il n'y a pas eu de choses particulières. Et tout ça au niveau du poids pour gagner 70 kilos. Exactement. C'est pas grand-chose. Et en parlant de versions de cette voiture qui ont fait le buzz et qui ont vendu pour des prix, la plus grosse vente de l'histoire... Ben oui, vous l'avez entendu tous. La 300 SLR. 300 SLR. Dans la 300 SLR, c'est une histoire dans l'histoire. À la base de ces histoires de 300 SL, on a un très grand ingénieur qui est le professeur Uhlenhaut. Et ce professeur Uhlenhaut, c'est vraiment lui qui va faire de Mercedes, que Mercedes est devenu le groupe Mercedes-Benz, Daimler, après la guerre. Et donc, en parallèle avec la 300 SL dont on parle aujourd'hui, il a été fabriqué une vraie voiture de course. Donc, qui n'avait pas 6 cylindres, mais qui en avait 8.
Et c'est la fameuse voiture qui a gagné les 1000 milles. C'est malheureusement la voiture qui a fait cet hécatombe aux 24 heures du Mans. Mais bon, voilà, c'était une histoire de course. Et le professeur Uhlenhaut, qui était un grand passionné et qui aimait les 300 SL, bien sûr, et leur particularité avec leur carrosserie, a dit « Oh, on va prendre 2 de ces châssis de ces voitures de course, puis on va leur faire une carrosserie avec des portes papillons. » Il y en avait une pour l'usine et une autre pour le 8 à titre perso. Alors, ben voilà, donc il y a que 2 de il y a- celles-ci. Pardon, Il n'y en a que 2 de Ouais. ce modèle. Que deux. Ah. deux. Et les deux propriétés de l'usine. Donc, ce qui s'est passé il y a quelques semaines et que vous avez pu entendre, c'est que donc une grande maison de vente aux enchères qui est, par le fait d'avoir vendu cette voiture et à son prix, qui est simplement devenue la maison de vente aux enchères la plus importante maintenant dans le monde de l'automobile, c'est RM Sotheby's. Donc RM de Rom Myers, qui était une compagnie américaine et qui s'est associée avec la fameuse maison de vente aux enchères Sotheby's, ont organisé une vente un peu secrète au sein de l'usine, chez Mercedes, et où ils préparaient tout à l'avance. Donc ils ont contacté tous les plus grands collectionneurs de Mercedes au monde, et ils avaient dans l'idée de vendre cette voiture, en tout cas de faire un record et de battre les fameuses Ferrari 250 GTO en disant oui, notre barre, il faut qu'on arrive à 100 millions. Et un heureux acheteur a payé et a acheté cette voiture 135 millions d'euros. Comment on est passé des 100 millions à 135 et une Les enchères. petite... ouais. Il suffisait Il y en qu'il avait soit deux. plusieurs qui voulaient. Ouais, surtout que- Et c'est au monté moins deux. vite. Au moins deux. Oui, ça s'est fait très vite. Ouais. Ouais. Et Putain, mais c'est incroyable les budgets. Surtout Toi, tu as assisté à l'enchère Non. Moi, on a tous suivi ça par écran interposé. Mais n'oubliez pas non plus dans l'histoire. Moi, j'aime bien, je veux dire, et la 300 SL en est le parfait exemple. Je veux dire, il faut des fois un peu donner une petite place aux belles automobiles dans le monde de l'art. Ouais. Et si vous regardez le calendrier, je crois que c'était 15 jours avant, il y avait un galeriste à Zurich qui est décédé. Et dans le cadre de sa succession, il avait un vrai tableau de Marilyn peint par Warhol. Je parle de Warhol parce que Warhol est connu dans le monde un petit peu de cette période de Mercedes, puisqu'en 1986, Mercedes avait commandé à Andy Warhol des toiles, différentes toiles, représentant aussi bien la patente, celle qu'on appelle la Patentwagen. La Patentwagen, c'est la première automobile qui a été brevetée donc par une manufacture en 1886, et c'est pour ça que dans notre monde de l'automobile, on aime dire, eh ben voilà, l'automobile est née en 1886 parce que ça a été la première voiture brevetée. Hein, on est précis, on parle de papier, d'un document. Et Warhol a peint la Patentwagen, bien sûr, il a peint la 300 SL, il a peint des W196, 196, des versions de course et autres. Et donc pour revenir à ce galeriste à Zurich qui était décédé, il avait donc un de ces fameux tableaux de Marilyn. Et cette toile a été vendue aussi, je crois, plus de 100 millions à New York, dans le même mois, quoi. 15 jours avant Ah la oui, 300 SLR. C'est-dire Oui, mais c'est de l'art, ouais. une voiture. Mais voilà, c'est ce que j'aime bien partager en disant, bon, d'accord, j'admets beaucoup de choses, j'ai aussi une façon de penser qui n'est pas généraliste, mais laissons une petite place de temps en temps. On parle beaucoup du monde de l'art, voilà, c'est très bien. Les plus grands musées, le Louvre ou autres ont tout à fait leur place. Et j'aime bien qu'on fasse une petite place à l'automobile. Et si je peux me permettre, entre guillemets, parce que l'exposition se finit dans 3 jours, Ouais. il y a eu cette année en Europe, et j'ai eu le plaisir de pouvoir y aller et de visiter cette exposition, une des plus belles expositions que j'ai vues dans ma vie. Uniquement 40 voitures, mais le top, organisé par Norman Foster. Et où ça ? Au Guggenheim à Bilbao. Ouais. Et ça, c'était vraiment... Moi, j'ai partagé cet engouement que j'ai eu quand j'ai visité cette exposition. C'était juste magique.
Ouais. C'était magique parce qu'il y avait des voitures, c'était une chose, mais les murs étaient pleins. Je vous parlais de Il y Warhol. avait d'ailleurs Des Warhol, il y en peintures avait de 3. Warhol. On parle d'autres marques, on parle de BMW par exemple. BMW a fait les fameuses Art Cars, qui étaient ces voitures de course dans les années 70. La première a été peinte par Calder, et puis la dernière donc par Jeff Koons. On parle d'artistes. Donc on voit bien qu'il peut y avoir un petit parallèle. Et puis, sans vouloir offusquer les grands maîtres de l'art, on peut de temps en temps dire, oui, laissons une petite place à l'automobile, le monde de l'art, c'est quand même bienvenu. Surtout sur quelque chose qui dépasse les 100 millions, là, c'est... Ça, encore une fois, on a fait Mercedes-Benz, aussi bien que cette maison de vente aux enchères, on fait un buzz, mais on peut l'expliquer. Ouais. Je veux dire, on est à la base avec un châssis et un moteur d'une voiture qui est championne du monde, parce que c'est la voiture championne du monde en 55, et on lui pose une carrosserie absolument mythique, une carrosserie d'usine. On ne parle pas d'un artiste particulier, et qui en fait quasiment une œuvre d'art. Et elle était complètement d'origine, elle avait eu... Ouais. Maintenue. Si ça vient d'usine. Maintenue. Techniquement, il y en avait une qui était en permanence et qui est toujours au musée. Et il y en avait une deuxième, qui était la voiture personnelle du professeur Leonardo, qui roulait. Moi, je suis un peu d'accord avec vous sur ça. C'est que moi, si demain j'ai les moyens de m'acheter une vieille voiture, en fait, je me lasse pas de la ligne. Moi, j'aime beaucoup regarder les lignes des voitures parce que je trouve ça super beau. D'autres vont dire c'est plus pour aller plus vite, etc. Moi, j'adore voir les lignes et je suis complètement d'accord que si j'ai les moyens de m'acheter une voiture un jour, mon vrai kiff, et d'ailleurs de beaucoup de gens, c'est d'avoir un garage où limite on peut faire un apéro, où on va justement autour de ces voitures, pas les laisser dans un garage. Mais c'est ce qui se passe souvent. Voilà, les collectionneurs aiment bien partager. C'est ça, et On j'adore. a beaucoup de collectionneurs secrets et on ne sait même pas du tout ce qu'ils ont. J'en connais quelques-uns et il n'est pas question pour eux. Je veux dire, c'est leur kiff à eux, comme vous dites. C'est leur propriété, c'est pour eux-mêmes, c'est pour leurs yeux, et ils ne sortiront jamais leur voiture de leur Après, garage. il y a des gens comme Ralph Lauren qui organisent des dîners dans sa collection et des choses comme ça. Ralph Lauren, il fait ça, Ralph Lauren. Ralph Lauren est un précurseur. On va parler des éléphants collectionneurs de la planète. Le monde de l'automobile, vous savez, il est très... Je veux dire, sur une centaine d'années, on peut vraiment poser des dates. L'automobile a commencé à intéresser le plus de monde quand on est arrivé dans la période Art déco, donc les années 20 et les années 30. Alors, c'est les années 20 et les années 30, c'est Bugatti, c'est Hispano, c'est Delage, c'est Delahaye. Et toutes ces voitures, pour les faire encore plus belles que leurs constructeurs, les constructeurs bien sûr fabriquaient entièrement les voitures, mais on pouvait les faire encore plus belles en les donnant à des maîtres carrossiers, comme on les appelait, qui avaient, en grande majorité, ils étaient en France, c'était la belle époque, et des carrossiers comme Figoni, comme Saucci, comme Kellner et autres, ont carrossé ces belles voitures. Moi, c'est des artistes pour moi. C'était des vrais artistes, mais c'était eux les artistes. Voilà. C'était pas la voiture. C'est ça. Mais encore une fois, il faut faire très attention. J'ai eu la chance, par rapport à mon âge et ce que j'ai pu vivre dans le monde de l'automobile depuis un peu plus de 35 ans, de voir qu'il y a des voitures, les goûts et les couleurs, vraiment, ça existe. Et je vais vous donner un exemple typique d'une voiture qui pour nous est magique, qui est très rare, qu'on considère aujourd'hui très belle, mais qui ne plaisait pas, c'était la BMW 507. Et la BMW 507, la BMW 507 est une voiture qui a été produite à 250 exemplaires, mais ça a été un bide dès sa création. Elle avait un design qui était fait par un personnage qui était le Graf Goertz, qui est un comte. Et Goertz, ma foi, oui, a fait une voiture comme lui l'entendait, mais elle n'a pas plu. Résultat, BMW était en quasi-faillite à la fin des années 50. Et ce qui a sauvé BMW, ce n'était pas les voitures, c'était les motos. Alors on a vite retourné tout ça. Et donc en 59, les dernières voitures fabriquées, même si y avait un petit peu de pub, parce que Elvis Presley en avait acheté une neuve, parce que
ici à Genève, des personnalités en avaient aussi acheté et autres. C'est une voiture qui n'a jamais accroché les passionnés d'automobile. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer M. Goertz, mais je l'ai rencontré jusqu'à ces derniers jours, mais la voiture ne plaisait toujours pas. Et j'étais le premier à dire, mais pourquoi est-ce que cette voiture ne vaut pas une 300 SL ? Et non, elle ne les valait pas. Et il a fallu attendre il y a 7 ou 8 ans, où enfin, dans des ventes aux enchères, la barre psychologique et fatidique des 2 millions, donc qui dépassait le prix d'une 300 SL, a été dépassée par une BMW 507. Et c'est triste que M. Goertz n'a jamais vu sa voiture être populaire. Ça me fait penser un peu à la Rolex Daytona aussi. Non, au niveau des montres, la Daytona, quand elle est sortie, n'était pas du tout populaire. Personne n'en voulait. C'était limite... Il préférait la classique. Ouais, mais si tu voulais une plus demandée, il fallait acheter la Daytona, tu vois, pour les vendre, quoi. C'était comme un peu une entrée de gamme. Or, voilà. C'est tout l'inverse. Tandis qu'aujourd'hui, c'est celle que... Enfin, je crois que c'est la plus recherchée, quoi, maintenant, aujourd'hui. Donc. Et vous en avez une de Mercedes ? Eh bien non, j'en ai conduit des dizaines, certainement des centaines. Mais non, je fais partie d'une génération qui a vu, moi, la première 300 SL où j'ai participé à l'acquisition de cette voiture. C'était à Monaco, juillet 1990. Et en juillet 1990, record du monde à Monaco, chez Sotheby's, d'une 300 SL, qui était juste divinement belle. Elle était gris foncé, avec un intérieur en cuir gris clair. Elle avait des jantes à moyeu Rudge chromées. Enfin, c'était une œuvre d'art. Elle était comme neuve. C'est pas des conflits qu'on voit tous les jours en plus. Cette voiture avait à l'époque dépassé les 2 millions de francs français. Et en 1991-1990, on va subir, nous, dans notre petit monde de l'automobile, notre premier crash. Il y a des crashs de l'immobilier, des crashs à la bourse, des crashs partout. Dans le monde des voitures de collection, ça existe aussi. Et celui-là a été très sévère. Il a été très sévère. Il a été très sévère parce qu'en l'espace de 5 ans, de 91 à 95, 96, 95, 96, les prix ont été simplement divisés par 5. Ah ouais, et ça fait mal. Ouais. Et ça, aujourd'hui, quand je suis en face de vous, qui êtes jeune, ou même d'autres passionnés d'automobile et qui s'imaginent être les plus grands acteurs dans ce monde, c'est un peu normal parce que si vous êtes dans ce monde de l'automobile ancienne depuis 20 ans, depuis 20 ans, vous l'avez vu que monter. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai que mais tout, ce qu'on disait juste avant, ça sortait d'usine à $7,000. Oui, enfin c'était. Aujourd'hui, 70 ans après, c'est ça. Une Jaguar XK140 à l'époque en valait 3500. C'était la moitié. Aujourd'hui, ça vaut. C'est dingue. Aujourd'hui, ça vaut. Il y a une fourchette. Alors aujourd'hui, j'ai pas envie de me lancer sur des chiffres et vous dire la valeur d'une 300 SL. Parce qu'il y a plusieurs choses. Le monde évolue. Oui, il y a tout très très vite. Et on ne peut pas comparer aujourd'hui, en 2022, avec tous ces problèmes qu'on peut avoir autour de nous, dans tous les pays européens, ce conflit armé en Ukraine et autres. Il y a vraiment 2 mondes différents entre l'Europe et les États-Unis. Et, à ce point, ah oui. Je veux dire, on est parti cette année aux États-Unis. Il s'est passé quelque chose absolument d'incroyable qui ne s'était jamais passé dans l'histoire automobile. Cette année, avant de partir à Pebble Beach, et je crois que je l'avais dit à Cédric parce que j'étais assez pessimiste, si on donnait à chaque voiture, il y a eu 7 ou 8 maisons de vente aux enchères qui ont vendu pendant 4 jours des voitures jour et nuit. Et si on avait additionné la valeur de toutes ces voitures, de la première à la dernière, qui étaient donc à vendre, on approchait le $1 milliard. C'est incroyable. Enfin, un peu plus de 800 millions. Et ce qui est absolument incroyable, c'est pas ça. Ce qui est absolument incroyable, c'est que, et avec Cédric, on a vu très très peu d'Européens. Exactement. Moi, cette année à Pebble Beach, c'est peut-être une des premières fois dans ma vie où je vois aussi peu d'Européens qui étaient présents. On a approché
la vente pour à peu près 450 à 500 millions de dollars que les Américains eux-mêmes ont quasiment à eux seuls absorbé. Enfin, à 90%. Ouais. C'est Ce incroyable, qui est- hein, le marché là. Donc voilà, il y a vraiment, c'est- il y a vraiment deux marchés qui sont différents, mais bon, on peut en parler pendant des heures et Ouais. des heures. Il y a aussi des raisons. Voilà, on est aussi un petit peu analyste dans notre monde et on sait qu'une voiture avec tel pédigré peut se vendre plus cher dans un pays que dans un autre. Ouais. Et vous pensez qu'elles peuvent redescendre en valeur, ces voitures? Mais pourquoi pas? De toute façon, on descend. En, Bah, Europe, en Europe, on descend, mais c'est très sain. Oui, je veux c'est dire. ça. C'est que... Et de ce que nous on a vu, Eric, de ce que nous on a vu, c'est aussi là-bas un vrai changement générationnel. Oui, Entre les anciennes Bugatti qui, il y a quelques années, se vendaient à 1,5 million, qui cette fois-ci se vendaient 600 000, je pense notamment à la Stelvio par exemple. Nous, on a vu ça se passer, on n'y croyait pas. Alors Enfin, que je veux dire, c'était fou. les nouvelles, elles sont hors de prix en fait. Oui, bien Oui, sûr. oui et non. Oui et Oui. non. Parce que on connaît dans la première génération des Bugatti Veyron des voitures qui sont sur le marché, qui sont à vendre à 600 ou 700 000. Oui, Mais ce que je veux dire, c'est attention. que les toutes dernières qui sortent. Oui, mais les toutes dernières, faites attention à tout. On ne peut pas parler des toutes dernières. Bugatti vient de changer de propriétaire. Bugatti avait annoncé que pour eux, c'était la fin des moteurs thermiques, etc. Donc on s'attendait à voir arriver une supercar qui... Voilà. Bon, le nouveau propriétaire de la firme, qui doit, je crois, aujourd'hui posséder un peu plus de 55% des parts, a dit que non. Et nous, en Amérique, on a eu la chance de voir la Mistral, que vous verrez bientôt en Europe. Et ben, la Mistral est équipée d'un moteur thermique. C'est la dernière de la ligne Chiron. Voilà. Et après ça, la prochaine voiture qu'ils vont produire, elle sera équipée d'un moteur hybride et non complètement à énergie. À haute Ils vont marier les énergie. deux mondes. quoi. Maintenant, Ferrari, tout ça, tout le monde le fait. Ouais. Ils se sont dit pourquoi pas, mais. Mais il faut parce Mais que enfin, Ferrari, je reviens aussi, vous m'interpellez tout de suite avec des noms, mais enfin, chez Ferrari, on avait dit que la 812 était la dernière qui serait un Ouais. moteur thermique. Après, il y a la Ce qui est SP3 faux. qui arrive. C'est pas c'est pour mieux vendre aussi, peut-être, non? c'est possible. Des séries. Pour faire parler. Bien justement. sûr, Ouais. bien sûr. Moi, je voulais pas. Vas-y. Moi, je veux juste parler avec toi, Eric, aussi du fait que, comme tu disais, le marché américain et le marché européen sont très différents. Par contre, un point qui est un petit peu difficile à comprendre pour certains qui sont en Europe, c'est par exemple quand une F40 spec US est vendue 3 600 000 $ plus Il fees serait 4 millions. chez Gooding, 4 millions. comme on a vu. Mhm. Les propriétaires en Europe se disent tout de suite: ah, bah alors ma voiture maintenant elle vaut 3 millions. Eh bien, Ou non, Mais au c'est moins. pas les mêmes histoires. C'est pas la même voiture. C'est pas la même voiture du tout. C'est absolument. C'est pas la même voiture. Et comme je vous disais tout à l'heure, je veux dire, on a la voiture, c'est une chose, et puis on a son pédigré, c'en est une autre. Aujourd'hui, si vous parlez des F40, production mondiale, si je dis pas de bêtises, c'était à peu près 1600 voitures. Maintenant, si vous cherchez l'exclusivité, si vous êtes quelqu'un aux États-Unis qui a bien réussi dans les affaires et qui a envie de se faire plaisir et de se rappeler du poster de la F40 qu'il avait dans sa chambre quand il était à l'Uni, il va chercher ce qu'il y a de plus exclusif. Et ce qu'il y a de plus exclusif, c'est une des 216 qui a été livrée neuve aux États-Unis. Donc là, on diminue fortement Oui, c'est ça. les chiffres. Et dans ce cadre-là, bah oui, aujourd'hui, il faut savoir que on va compter grosso modo 25% de balance entre une voiture standard européenne et une voiture américaine pour le marché Parce que américain. les américaines, c'était pas tout simplement les lumières sur le côté ou quoi. C'était aussi un châssis qui était un peu différent. Je sais pas. Il y a aussi- Et c'est aussi les personnes qui l'achètent, c'est-à-dire si demain il y a une célébrité qui l'a acheté, Oui, ça change beaucoup. ça change aussi beaucoup. Vous savez, la F40, elle est quand même mal née. Et moi, je vais revenir en arrière, 25 ans en arrière, où ici à Genève, on n'arrivait pas à vendre de F40 à 270, 280, à moins de 300 000 francs. Ah oui, oui. Bon, donc Ça, les temps ont changé, hein. Les temps ont changé. Le prix catalogue en Suisse d'une F40 était de 399 000 francs. C'était le prix catalogue. Et qui aurait, alors que donc au début,
On a eu 89, 90, 91 qui ont été jusqu'à 91 vraiment la deadline de notre marché où on pouvait dépenser beaucoup d'argent pour C'est vrai acheter qu'elle des est voitures. très mal née dans une époque Rappelez-vous assez difficile. un pilote comme Nigel Mansell qui avait vendu à l'époque plus d'1,5 million de francs suisses sa voiture. En oui, ok, 90, il y avait ouais. eu une vente aux enchères à Paris et on a tous en souvenir, oui, la voiture de Mansell. Et puis voilà, et puis quelques mois plus tard, c'était divisé par plus que 5. Ça change peut-être un peu le sujet vite fait, mais en parlant de F40, je pensais à ça. Il y a ces histoires sur un collectionneur en particulier qui a plusieurs F40 et qui a énormément de voitures, le Sultan de Brunei, et qui a plusieurs F40 qui étaient apparemment les seuls qui sont sortis d'usine pas rouge, enfin dans d'autres couleurs. Est-ce que tu sais s'il possède une 300 SL, une particulière, parce qu'il avait cette rumeur de toujours demander. Il a une histoire concernant les 300 SL qui sont d'ailleurs bien enregistrées dans mes livres. Ça s'est passé dans les années fin des années 90, début 2000. Et fin 90, début 2000, Mercedes n'est pas encore propriétaire d'AMG, que vous connaissez bien par les productions des voitures qu'ils font aujourd'hui. Mais AMG, donc indépendant, va racheter donc des vrais 300 SL pour garder l'identité de la voiture, son numéro de châssis et autres. Et c'est par, on va dire, la commande sans fin, je veux dire, de Sultan de Brunei, qui vont construire 8 voitures. Donc en prenant des vrais 300 SL, où ils vont mettre dedans un moteur V8 complètement moderne, où ils vont réhabiller entièrement ces voitures complètement modernes, avec des trains avant, des boîtes de vitesse, des roues, Mais ça perd etc. son charme, je trouve. Voilà, c'est une renaissance. Mais là, bien sûr, j'adhère pas spécifiquement sur la reconstruction de ces voitures pour un client particulier, mais je suis obligé d'en tenir compte parce qu'elles ont une vraie histoire aussi avant. Et c'est pour ça que vous les retrouvez dans ma liste. Et dans 30 ans, elle aura une nouvelle histoire. Enfin, ça sera vu peut-être autrement. Et elles vont être très rares. Il y a eu beaucoup de clones, hein. moins qu'avec les AC Cobra dont on parlait avant l'émission. Mais des clones de 300 SL, ça existe. Et je vous donnerai un seul exemple. C'est un fameux passionné qui s'appelait Ostermayer, qui était en Floride. Et Ostermayer, avec des châssis de Mercedes moderne, motorisés par un moteur moderne, a reconstruit plus de 150 voitures comme vous les voyez aujourd'hui. Et là, c'est incroyable. Je suis en train de regarder un petit peu ce livre, les détails et l'information qu'il y a là-dedans, les numéros de châssis, enfin tout. Si il y a quelqu'un en train d'écouter ça ou regarder ça maintenant qui est intéressé de tout apprendre sur les 300 SL, vous savez où venir. C'est fascinant. J'ai vu une vidéo récemment d'une 300 SL avec un propriétaire un peu connu, monsieur Toto Wolff. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, et ça m'intéresse de savoir si tu connais cette voiture, Oui, si c'est je la une connais, même. bien sûr. Mais Il en a une, il en a plusieurs, il a une cabriolet. Non, à ma connaissance, il n'en a qu'une seule. Mais il peut Une Goldwing. Il peut en avoir plusieurs. Non, sa voiture est en Bavière, elle est stockée, elle est entretenue. Il s'en sert à bon escient quand il fait beau, quand il y a le temps. C'est une particulièrement belle, bien restaurée. Tout à fait, mais enfin, je préfère. Non, elle n'est pas particulièrement spécifique. Ouais. Elle n'a pas d'option spécifique. Une voiture un peu standard. Mais si on veut parler de personnalité, Cédric peut le faire mieux que moi. Il suffit simplement de parler de Nico Rosberg. Et Nico Rosberg, champion du monde, lui aussi a été un passionné de ce modèle. Et il a eu la chance de trouver une voiture très particulière qui n'avait que 2 propriétaires d'origine, qui avait un intérieur, Cédric, tu te rappelles de cette voiture, avec une patine, un vieux cuir de plus de 60 ans préservé, qui était craquelé, décoloré. Vraiment d'origine. C'était juste magique pour nous de voir ça.
Et voilà, on a eu la chance avec Cédric de voir de très près cette voiture, de rouler avec. Et celle-là, c'est celle de Nico. Tout à fait. Ah, Ouais, super. Et est-ce qu'il y en a une maintenant que tu les connais toutes, une en particulier où tu dis, j'en ai vu, mais celle-là, C'est celle qui s'est vendue très elle cher, là, non ressort. Aujourd'hui, les couleurs les plus... je veux dire, c'est 1400 voitures si on fait abstraction des 29 dont je parlais au début, avec ces caisses aluminium. Mais on reste, je veux dire, avec une voiture qui a exactement la même forme. On les voit quasiment toutes de la même couleur. Ouais. Hein. Elles sont grises, elles sont blanches, elles sont rouges. Beaucoup de grises, non ? Les gris énormément. clairs, oui, c'est la couleur numéro 1. Et aujourd'hui, les collectionneurs, parce que j'ai eu la chance, par un autre collectionneur, de pouvoir avoir le détail exact de tous les coloris qui ont été peints sur ces 300 SL, les gens cherchent toutes des couleurs particulières et qui sont généralement uniques pour faire la différence. Ah, donc il y a des couleurs uniques qui à sont fait. sorties. Ouais. Comme Il y a eu- du bleu, du... Tout Il y a à eu fait. turquoise. Il y a eu des bleus. il y a eu- Turquoise, il y en a Ok. une seule. Ouais, turquoise une seule. Une seule Ah oui, donc turquoise. une comme ça. Mais il y a eu des d'origine. voitures framboises. Mhm. Ouais. Framboise, Il y a j'ai jaune, il y trouvé a ça joli jaune aussi. aussi. Il hein. y a eu un jaune. Exact. Il y a eu C'était un jaune. allié en Alors, jaune. un jaune. Alors que moi, je préfère. Pour moi, la plus belle, c'est gris clair avec l'intérieur bleu. Et c'est Oui, la mais rareté. Tout les se joue dans la voilà, rareté, là. Absolument. Les collectionneurs de 300 SL, ils veulent aussi faire la différence avec leur voisin qui a lui aussi une 300 SL. Ouais, c'est Mhm. ça. Et avoir une 300 SL grise, bah oui, son voisin peut avoir la même en gris. Et, Par contre, une framboise, il n'y en a que 13, 14, Mais 13 par autres. contre, celle 12. celle qui J'étais coûte pas loin. cher, J'étais pas loin. Celle qui coûte très cher, c'est celles qui sortent d'origine comme ça. Par contre, si tu la repeins, ça perd Ah son non. charme. On et est complètement ça- d'accord. voilà. Exactement. c'est tout à fait ça. Une voiture en peinture originale aujourd'hui, bon, tu en trouves pas énormément et c'est incroyable. Je veux dire, celle qu'on a vue au concours, préservée de New York, cette voiture-là était en couleur un peu ivory. Et elle était sublime cette voiture, je dirais. C'était, tu voyais l'usure, tu voyais, elle était dans son jus, mais c'était ça qui faisait tout le charme de l'auto. C'était Elle va incroyable. valoir plus comme ça qu'une restaurée Est-ce souvent. que ça non c'était une C'est question une à poser question, Ouais. encore une fois, les goûts et les couleurs. On a mis très longtemps dans notre culture automobile à dire qu'il valait mieux avoir et savoir préserver une voiture comme elle était sortie d'usine. Ok. Ouais, moi, oui. moi, je suis très maintenant, comme ça, moi. ouais. Oui, lui, il veut que ce soit. Shiny. Et ça, c'est très américain et c'est tout à fait respectable. Et moi, je peux tout à fait comprendre que quelqu'un qui va dépenser des millions dans une Pour la collection de modifier, voitures Qu'elle soit nickel. veut ces voitures nickel et non pas à moitié rouillées, griffées, avec des chromes qui commencent à rouiller et autres. Pourquoi pas, mais notre culture a un petit peu évolué à ce niveau-là, et même dans la valeur des voitures, puisqu'on arrive aujourd'hui à donner une valeur supérieure à des voitures qui n'ont jamais été touchées. Exactement. Et une autre question que je me demandais quand j'ai su que tu allais venir avec nous, l'autre SLR, alors, Mhm. qui est au musée. au musée. Au musée. Est-ce que tu penses qu'un jour elle sera vendue? Est-ce que tu penses Non. qu'elle est plus ou moins prestigieuse que celle qui a été vendue? Alors, il y a une chose que je ne sais pas, parce que je ne sais pas tout. Sur les deux SLR, il y en a une qui a fait les essais du Grand Prix de Suède. Ok. Donc, par le fait qu'elle ait fait, donc moi j'ai des photos de la voiture avec un numéro de course, etc., etc. Grand Prix de Suède 1955. Et je ne sais pas laquelle, parce que voilà, ça ne m'intéressait pas sur le moment et j'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait donc la relation entre la voiture qui a couru et celle qui était la voiture personnelle du professeur Lewenhaupt. Maintenant, pour répondre à ta question, non, je pense pas. Je veux dire, le principe d'un musée, c'est d'exposer des œuvres. Ça sert à rien d'avoir des doublons. Ouais. Donc Mercedes a eu effectivement, c'est les deux voitures produites pendant, il suffit de calculer, de 1955 à 2022, on est près de 67 ans. Et c'était peut-être également un choix judicieux de dire faisons un heureux collectionneur, et puis à Ouais. côté de ça, grâce au prix de vente de la voiture, on va Un buzz financer aussi.
une fondation. Oui, qui est c'est pas ça, très bien Ouais, suivie, c'est ça qu'ils ont fait. Moi, je voulais toucher vite fait sur un sujet pour toi, dont on discutait avant en off, qu'on voulait garder pour ici. C'est bien sûr la différence entre les voitures qui sont sorties sans électronique, sans rien, et puis les voitures plus modernes. On pense notamment à la différence entre une F40 et une F50, et bon, ce qui est suivi après. Pour toi, ça, ce sont des voitures, celles sans électronique, qui vont bien mieux survivre au temps. Ah bah, automatiquement. Voilà, oui, bien Je veux sûr. dire, aujourd'hui la chance des collectionneurs, et je pense que c'est aussi une des plus-values de la F40, puisqu'on voit ce modèle particulier donc, qui prend de plus en plus de valeur, que ce soit en Amérique ou en Europe, c'est que c'est une voiture, on va dire, une voiture basique standard. Tandis que la F50 est une voiture très élaborée, avec beaucoup d'électronique et autres. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup de plaisir à entendre une voiture, une Bugatti 1925 qui démarre à la manivelle ou une Hispano et qui continuera, je veux dire, parce qu'il y a Il faut un rien, petit peu il y a d'huile rien- et c'est tout, quoi. voilà, il y a rien de complexe va pas. dans la façon de faire, de fabriquer un moteur suffit. basique. Qu'il ait 4 cylindres ou 6 ou 8 ou 12 ou 16. Les Américains vont très loin. 16 cylindres, ben voilà, ça existait aussi. C'est un beau mécanicien, quoi. C'est un, voilà, mais Alors que, mais rien, un truc tout bête, moi j'ai mon camion il y a un voyant et les mécanos ne savent pas ce que c'est. Parce que l'électronique, il y a un truc qui a bugué, je présume. Et voilà. Alors que c'est vrai que l'ancienne, voilà, un petit peu d'huile, hop, ça repart. Et on se rend compte aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même quelques petites alarmes et les gens devraient quand même en tenir compte. On nous explique aujourd'hui que près de 60% de tous les composants électroniques sont fabriqués à Taïwan. La Chine en fait un petit peu, les Américains aussi, mais enfin, résultat, si aujourd'hui dans la production des voitures de série, il y a un tel retard, je veux dire, moi je connais des gens qui ont commandé des voitures depuis plus d'un an et qui ne l'ont toujours pas, à cause de ces chips, de ces composants électroniques Ouais, qui c'est ne vrai, le ouais. sont pas. Ça devrait interpeller un peu le monde. Ouais, non, c'est dingue. On est dans une période super intéressante et surtout, on va vraiment voir un petit peu les voitures qui vont survivre au temps. Le mieux, on le voit aujourd'hui à travers ces ventes aussi. On peut voir celles qui sont le plus demandées. ouais, Souvent parce celles que en plus de ça, l'électronique, c'est vraiment. Bah, si ça fonctionne pas, on peut pas le changer, quoi. Absolument. Un moteur, on peut le changer. Ouais. Ouais, l'électronique, faut remplacer. Et, Faut, et regardez Faut ce la qui foutre à se la poubelle, passe. quoi. Regardez l'attitude des constructeurs aujourd'hui avec les voitures de course. Je parle des voitures de course modernes qui sont un peu dépassées, qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans d'âge. Et aujourd'hui, les constructeurs automobiles sont les seuls à prendre en charge ces Ferrari F1 qui roulaient il y a 15 ans, ces Mercedes, ces Audi, les Audi qui ont gagné le Mans et autres, qui sont des voitures qui sont donc retirées en tout cas des compétitions aujourd'hui parce qu'elles sont dépassées par leur technicité, mais il n'y a que les usines. Exact. C'est ça, ouais. On prend un exemple très bête qui a été le premier exemple dans le monde des collectionneurs, ça a été la fameuse Porsche 959. Ah oui, ouais. La 959 est née au milieu des années 80. Et quand elle est née, tout le monde, et chez Porsche, ils étaient les premiers à le dire, cette voiture était un laboratoire roulant. Ouais, Et, cette voiture, elle a. Voilà, truffée d'électronique et autres. Et donc, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a que l'usine qui est capable de faire des révisions de cette telle voiture, et que de changer, par chance, aujourd'hui encore, Porsche peut le faire, parce qu'ils ont encore les composants en stock, mais sachez bien qu'il faut payer une facture supérieure à 100 000 euros pour faire la grosse révision et changer tous les composants Bien sûr. électroniques Bah, d'une 959. Tu penses à la 962, bon ça peut rouler, disons, sans l'aide de l'usine elle-même. Tu peux faire rouler tes 962 comme ça, mais oui, c'est sûr que de les remettre en état et tout ça, ça Moi, devient j'avais une vu, addition très salée, très très rapidement. J'avais vu un petit clip sur les anciennes Porsche qui redémarraient, mais que des voitures de course. Il y avait les toutes premières qui sont sorties du Mans, qu'ils ont redémarré en un quart d'heure, 20 minutes. Bon, il y avait quelques trucs à voir, mais voilà. La deuxième génération
pareil, un petit peu plus de temps. La troisième, pareil. Mais la toute dernière, 2014, je crois que c'était l'année, ils ont mis presque la matinée pour pour la mettre en route. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a tellement de composants, de trucs qu'il faut voir. Et en fait, ça m'a fasciné. Je me suis dit, en fait, c'est ce qu'on dit, quoi. C'est qu'un bon vieux moteur. Un exemple très concret que j'ai d'un collectionneur propriétaire d'une Audi R8. Donc là, on est une génération il y a 10-12 ans en arrière. Aujourd'hui, Audi lui a fait payer 800 000 euros, 800 000, pour remettre cette voiture en configuration et prête à rouler. Mais alors que, 100 000 euros. alors que la voiture, Qu'est-ce qu'il a coûte, fait avec Là, on parle de la R8 de course. On parle pas. d'accord. Oui, voilà, juste, on parle Mais, pas de la C'est R8. une, Parce que moi, j'allais GT. dire, j'avais une R8, ils Ouais. m'ont pas envoyé une facture à 800 000 euros. De toute façon, je l'aurais laissé la voiture. Hein. Ouais. Tenez, gardez, pas de souci. Moi, j'ai une mini question pour toi, Eric. On change un peu de sujet. Mini. J'ai une mini question. Tu m'avais parlé de ces voitures, donc d'exception, notamment les F40, qui n'étaient au début pas homologables en Suisse. C'est bien ça? Mais l'histoire est très simple. Il faut simplement savoir que moi, je trouvais ça scandaleux à l'époque, il y a 30 ans, mais je n'étais pas le seul. On avait un importateur en Suisse qui s'appelait Ferrari Suisse. Et Ferrari Suisse n'a jamais homologué la 288 GTO, la F40 et la F50. Point barre. Et pour quelle raison? Les trois, ils les ont choisis. Vous n'avez C'est pas de dommage. raison en particulier? C'était Flemme. c'était une attitude que moi je trouve absolument irresponsable et juste scandaleuse par rapport aux gens, aux clients qui ont acheté leur voiture et par l'intermédiaire de Ferrari. Donc l'importateur devait faire son job et homologuer la voiture, ils l'ont jamais fait. Et toutes les F40, F50 ou même 280 GTO ont été homologués en Suisse, donc là on est dans la période des années 80-90, par deux agents Ferrari indépendants. Donc le premier était à Matran, c'était Valo Schibler. Ok. Et Schibler donc, a homologué à titre individuel aussi bien des F40 que des F50 ou même 280 GTO. Et puis il y en avait un autre en Turgovie. Mais moi je trouvais juste hallucinant quand on prenait la facture de la voiture, facture en Suisse, avec les droits de douane, la TVA, tout était payé, mais l'acheteur homologué. ne pouvait pas rouler avec sa voiture. C'était juste T'imagines hallucinant. Avoir Et la là- voiture, avoir tout payé, tout ça. et voilà, le monde des particuliers, le monde des importateurs a beaucoup changé. Aujourd'hui, les importateurs n'existent plus. Aujourd'hui, les constructeurs ont repris les importations. Donc c'est la donne. Aujourd'hui, un agent Ferrari, que ce soit à Genève ou à Zurich, il prend son téléphone, il appelle Maranello et il traite directement avec Nickel. Maranello. Et c'est pareil donc avec les autres importateurs des autres marques. Mais moi, à l'époque, j'étais passionné, j'étais tous les ans au salon de Genève, etc. Je trouvais ça complètement fou. Qu'ils n'aient pas immatriculé, c'est vrai. L'attitude, Ferrari Suisse a vite disparu ensuite, mais ma foi, voilà, je pense qu'il l'avait mérité aussi. Ben, écoutez, sur ce, je pense qu'on va devoir finir l'épisode là, le laisser là. Et moi, je pourrais écouter pendant des heures et des heures et des heures. C'est fascinant. Et on a même pas commencé à débuter dans le nombre d'anecdotes et d'histoires et tout que tu pourrais nous raconter. Donc, on pourrait parler comme ça pendant des heures. Pendant des jours, des semaines, des mois. Voilà. Mais si ça vous intéresse, partager. Mais bien sûr, tu reviendras sur le podcast, pardon. Et bien sûr, il y a donc les registres ici présents, registres qui sont pas à la vente. Et vite fait, Eric, est-ce qu'on peut-être vite discuter de est-ce qu'il y aura peut-être un dernier registre, on ne sait pas. Et si. Et je dois dire que j'ai un joli projet devant moi. Je pense faire... Je veux dire, ce 70e anniversaire, il faut le fêter. J'ai envie de laisser ma trace. Et voilà, je parle pas d'un volume, mais de deux. Mon problème avec mes archives aujourd'hui, qui représentent, si on parle juste des 300 SL papillons, des découpés, c'est à peu près 12 000 pages. Je suis d'une vieille génération. Comme Cédric, ça, ce sont des informations que Mercedes le sait. Je veux dire, je n'ai même pas de compte Instagram, mais vous inquiétez pas. Tout ça, c'est pas sur le cloud, quoi. Ça va venir. Voilà. Ça va venir. Tout est dans les archives. Tout ça La blockchain. Et que ce soit des photos, que ce soit des anecdotes, que ce soit des courriers, que ce soit des factures, n'importe quoi. Et c'est vrai que je n'ai jamais trouvé la place. Le dernier volume
le numéro 3 à 651 pages. Mais 651 pages, malheureusement, ressemble à ça, je n'ai ouais. pas la place de tout mettre. Donc, ça sera 2 volumes. Un volume vraiment enregistre, un volume avec que des photos, de la première à la dernière. La partie puisque 1, ça, la on partie le 2. savait. Et Il voilà. faudra acheter les 2. Voilà. Absolument. Bon, bah super. Merci beaucoup. Hein. C'était un vrai plaisir d'entendre Ben, tout ça. merci Merci de m'avoir Eric. reçu. Et puis, Mais bien sûr. Et une prochaine, je suis ravi sûr, d'avoir très partagé bientôt. tout ça. Et d'ailleurs, comme on a dit au début de l'épisode, si tu n'es pas abonné, ça serait avec grand plaisir que tu pourrais rejoindre cette famille Propulsion. On a plein d'épisodes super sympas qui arrivent. Donc on est sur Spotify, on est sur Deezer, on est sur Apple Podcast, on est sur Instagram, on est sur TikTok. Je crois qu'on est sur Facebook, on est sur YouTube, c'est sûr, mais on est surtout pas sur iTunes. Voilà, Ça en fait, nickel. enfin. Ouais, ça en fait. Ouais. Merci à tout le monde, merci Eric, merci Emric, merci Merci. Cédric. Merci les gars. Et on se dit à très bientôt. À très très bientôt. bientôt. Ciao, ciao. Bye, Ciao, bye, ciao. bye.